La Content Factory, c'est le podcast qui vous dévoile les astuces et décrypte le process de création des meilleurs créateurs. Aujourd'hui dans Content Factory, épisode 8, nous recevons Jordan Chenevier-Truchet. Fort de son expérience, il a fondé Bulldozer, un collectif d'experts en marketing et growth. Jordan, merci, ravi de te recevoir dans cet épisode numéro 8 déjà de Content Factory. Content Factory, c'est le podcast qui parle de la process créatif, de la création de contenu avec des créateurs. C'est un terme qui n'était pas étranger du tout au Content Factory parce que tu as fondé Bulldozer, un collectif d'experts marketing et growth qui propose différents services, que ce soit en SEO, en paid ou en growth, mais aussi forcément en content. Et donc, littéralement, vous proposez d'accompagner ou de créer ou d'optimiser des Content Factory pour vos clients. Donc, on va en parler, carrément bien placé pour en parler. Juste avant, je veux bien qu'on revienne un tout petit peu sur ton parcours qui est, je trouve, hyper intéressant parce que forcément varié et un peu original, je peux dire. Parce que si je dis pas de bêtises, ça a commencé dans le milieu de l'achat, tu as failli te consacrer à la danse 100%, puis après tu as travaillé chez Germinal. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as fondé Bulldozer, en gros? Donc oui, effectivement, moi j'ai un parcours où j'ai commencé en étant danseur et puis en parallèle, donc je faisais des études pour devenir acheteur. Donc j'ai bossé dans les achats dans l'industrie pendant un petit moment, pendant à peu près 1 an et demi. Et en fait, je suis tombé dans c'est pas l'entrepreneuriat, c'est plus d'abord le milieu startup. Mais au démarrage, en fait, j'avais pas particulièrement envie de monter ma startup. J'étais juste intrigué par le milieu startup. Et donc j'ai bossé, en fait, pendant mes études, j'ai fait une année de césure à San Francisco, pour, bosser du coup dans une start-up. Ça m'a donc voilà, au début j'étais donc intrigué, donc j'y allais en tant qu'acheteur du coup. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de monter une boîte. Donc j'ai monté une première boîte qui m'a fait découvrir le growth hacking et cetera. C'était la période, 2017, folie, The Family, le growth, tout ça, tout ça. Et ça n'a pas marché, mais au travers de cette expérience, j'ai rencontré Grégoire Gambato et au moment où je terminais cette expérience, donc de ma boîte qui fail, lui, c'est le moment où il montait, Germinal et donc vu qu'on était toujours en contact, qu'il y avait eu un bon fit, et cetera, moi je lui ai dit: «Bah, écoute, j'hésite un peu à faire du growth en free et puis si ça marche pas, je redeviendrai acheteur, quoi», tu vois? Puis il m'a dit: «Ah, mais attends, nous, on a peut-être des besoins là, je suis en train de monter une boîte, machin, donc si ça te chauffe, bah, tu peux peut-être, venir, nous donner un coup de main». Voilà et donc en fait, c'est comme ça que derrière, j'ai mis un pied chez Germinal et puis, donc dans le milieu du growth, et cetera et en fait, bah, voilà, c'est un métier que j'adore, l'entrepreneuriat, je kiffe. Je sentais qu'en fait, il fallait que je remonte une boîte et donc, ben, à l'issue de Germinal, j'ai un peu tenté des petits trucs et puis le truc qui a le mieux fonctionné, c'est Bulldozer donc, nous y voilà. Ok, très clair, trop bien. Et donc justement, Bulldozer, on en parlait, tu as la partie content. Donc Content Factory, toi, tu peux nous décrire qu'est-ce que vous proposez comme service? Comment vous les accompagnez vos clients? Est-ce que c'est de la création à 100%? Est-ce qu'il y a de la... Enfin voilà, comment ça fonctionne chez vous, Content Factory? Il y a 2 choses. Il y a une partie stratégique de identifier, bah, de quoi on va parler. Parce qu'en fait, les gens souvent ils se disent: «Oui, mais produire du contenu, c'est difficile». Bah, quand tu as un truc à raconter, c'est pas si difficile en fait, La problématique pour beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent qu'ils ont rien à dire et en fait, il y a toujours des choses à dire et tu sais, c'est le sentiment de n'avoir rien à dire, ça peut être lié à plusieurs choses. Pour moi, le truc le plus commun, c'est le syndrome de l'expert, c'est-à-dire, tu considères que ce que tu sais, tout le monde le sait et en fait, c'est faux et donc voilà. Après donc ça, on va dire que c'est surtout un problème quand il s'agit de personal branding, parce que du coup, il faut que tu parles en ton nom et cetera. Généralement, quand il faut produire du contenu pour une boîte, pour sa boîte, on a un peu moins ce syndrome de l'expert, pour le coup. Donc ça aide. Mais il peut y avoir, plein d'autres biais, je sais, enfin, j'ai l'impression de tout le temps raconter la même chose, et cetera, et cetera. Donc nous, déjà, la première chose, c'est identifier les sujets sur lesquels on va travailler. On a une approche qui est à peu près similaire à ce qu'on pourrait faire en SEO. C'est-à-dire, tu sais, en SEO, en fait, on va travailler sur des piliers de contenu. Et donc, ces piliers de contenu, l'avantage du SEO, c'est qu'ils s'identifient au travers d'analyses techniques. Donc, tu vas identifier les mots-clés, les volumes, les machins. Puis, au fur et à mesure, tu vas te dire: «Ah, mais c'est vrai que moi, je pourrais parler de ça et de ça». Et puis, du coup, tu vas travailler un peu sur tes piliers sémantiques.
Donc avec certaines boîtes, en fait, qu'on accompagne à la fois sur cette partie, Content Factory, à la fois sur la partie SEO, on va d'abord commencer par faire l'analyse SEO et ça va leur donner de la matière pour la partie contenu. Il y a des boîtes qui n'ont en fait pas particulièrement d'opportunités SEO, qui veulent pas s'y mettre, et cetera. Et donc on va essayer d'avoir le même type d'approche, même si ce sera une approche un peu moins technique. Ce sera plus sur de la discussion, sur les ambitions, la vision, la mission, tu vois, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, on va essayer d'identifier les sujets. Donc les piliers de contenu, on les décline en sujets. Et après ces sujets, l'idée, c'est de les décliner sous plein de formats. Tu sais, il y a un peu ce truc, quand on parle de Content Factory, c'est comment un contenu, je le décline en 10 formats. Et nous, on va un peu essayer de travailler justement là-dessus. Déjà, il y a des formats qui sont assez simples à identifier, qui sont des formats adaptés à certains canaux. Tu parles pas de la même façon sur Insta, que sur TikTok, que sur YouTube, que sur un blog, que sur LinkedIn, et cetera. Donc déjà, là, ton sujet, tu le déclines en fonction des spécificités des plateformes. Et puis après, un autre niveau en dessous, tu as les différents formats sur les plateformes. Texte, carrousel, vidéo, image fixe, tu vois. Donc après, nous, en fait, tout le travail, en fait, c'est d'identifier toutes ces choses-là, de trouver comment décliner, ensuite de produire. On s'occupe de la production. Ok, ouais, donc vraiment de A à Z, toute la partie contenu. Ok, et toi, en perso, toi, Jordan, la création de contenu, comment elle a évolué entre avant Bulldozer où tu faisais déjà du contenu, forcément, et maintenant? Est-ce que tu t'en sers comme une sorte de grand laboratoire en disant je veux tester tous les formats ou en tout cas un maximum pour pouvoir en parler à mes clients? Comment ça a évolué, toi, ta manière de gérer le contenu? Disons que aujourd'hui, étant donné que j'ai testé pas mal de choses, si je devais faire une répartition, je vais dire que je fais 20% de tests et 80% de je fais ce qui fonctionne pour moi. Ce qui fonctionne, il y a 2 niveaux, hein. Il y en a même 3. Les éléments sur lesquels je suis à l'aise de prendre la parole. Les éléments sur lesquels je n'ai pas de difficulté à produire. Et les éléments qui font de la performance en termes d'engagement, et cetera. Et donc en fait, pour moi, le 80% de performance, en fait, c'est ces 3 variables qui rentrent en compte. C'est important parce que ça rejoint ce que tu disais au début, on ne sait pas de quoi parler, autant commencer par les trucs dans lesquels tu es à l'aise. Ouais, Puis si tu es à l'aise, a priori, ça va se voir et donc a priori, c'est ce qui va marcher. ouais. Ça devient ton contenu pilier. Toi, c'est ça ton contenu pilier, quoi. Tu te Ouais, focuses. alors là, tu vois le truc de, je suis à l'aise de prendre la parole sur ce sujet, je dirais que c'est même un petit peu plus que le contenu, c'est la personnalité. Eh ouais. Parce que en fait, il y a une réalité, c'est, quand je remonte, par exemple, sur, mes vieux posts, tu sais, des fois, j'essaie de réfléchir un petit peu à comment recycler du contenu, et cetera, donc je reviens forcément sur des vieux posts. En fait, la réalité, c'est que tout ce que j'ai produit avant janvier, allez, on va dire, ouais, janvier 2022, donc lancement de Bulldozer où je me suis dit: «Bon, vas-y, il va falloir que tu prennes la parole aussi pour toi, blablabla», et en fait, je me suis mis à écrire une fois par jour depuis mars 2022, je crois. OK. Mais là, tu as ressenti le besoin de te dire: «J'ai un business, je suis obligé de parler maintenant Ouais, en complètement, personal complètement. branding». Et puis Oui. j'avais vu, chez Germinal que ça fonctionnait, en fait. C'est bête, mais j'avais vu que ça fonctionnait, donc j'avais pas de problème à m'y mettre, tu vois? Mais en fait, avant que je me mette à produire du contenu tous les jours, quand je remonte sur mes posts, je suis pas très à l'aise de me relire. Et en fait, je pense que, tu vois, c'est pour ça que je te disais, ce qui fonctionne, il y a eu avant 2022, je faisais ce qui fonctionnait, mais c'était pas forcément des choses avec lesquelles j'étais à l'aise, qui me correspondaient, et cetera. Et même avec lesquelles j'étais à l'aise d'écrire. Enfin, tu vois, j'étais à l'aise j'étais pas très à l'aise d'être identifié sur ces sujets et j'étais pas très à l'aise de les écrire. Oui, donc double peine, quoi. Voilà, sauf que ça marchait. Oui. En termes de performance, Oui, tu avais le on les 3e pilier de ce que tu as dit, quoi. Pas à l'aise, machin, mais par contre, tu savais ce qui performait, ouais. oui, mais à ce moment-là, pour moi, il y avait qu'une obsession, c'était la performance. Et puis, en fait, quand tu te mets à produire tous les jours, à ce moment-là, tous les jours, tu es dans la douleur. Tu te dis: «Non, mais en fait, je vais pas pouvoir continuer comme ça», tu vois? Et donc après, au fur et à mesure, tu testes des choses, et cetera, puis tu arrives un peu plus à trouver ton ton. Et donc là, aujourd'hui, tu vois, il y a des sujets sur lesquels, je serais, je serais pas à l'aise de reprendre la parole, et cetera, parce que je considère que ça me correspond pas. Ouais. OK, tu vois? Et quand tu dis production une fois par jour, tu parles
principalement de LinkedIn ou tu inclus YouTube? YouTube, c'est un peu ton truc bonus ou alors, comment tu gères tes idées? Tu dis: «Bah, là, j'ai des idées, j'envoie tout sur LinkedIn». Comment tu répartis? Non, en fait, il y a des idées qui se consomment et qui se produisent rapidement. Ouais, Ça, c'est LinkedIn. OK. Et après, il y a des idées à développer de manière un peu plus enfin voilà, de manière un peu plus intense, plus grosse et cetera. Ça, généralement, je vais en faire, des vidéos LinkedIn. OK. Ah, des vidéos LinkedIn, OK. Des Ah, vidéos ouais, YouTube, pardon. des Des vidéos. vidéos YouTube, des vidéos YouTube. OK. Je vais en faire des vidéos YouTube et hem et souvent, ce qui va se passer, c'est que quand je rédige, des scripts YouTube, je vais combiner plusieurs concepts que je vais pouvoir, en fait, intégrer dans différents posts LinkedIn. Mmh. Oui, bah, on reprend ce qu'on disait au tout début, l'idée fait que tu peux recycler déjà rien qu'avec l'idée, tu sais où tu vas les recycler et tu t'adaptes après à ton Ouais, canal en fonction. bah, je peux te partager, avant que je te parle, j'étais en train d'écrire mon post LinkedIn du jour. OK. Ah, donc tu fais au jour le jour? Ou non, parfois Oui, tu programmes? Ah, oui. c'est vraiment tu as pas de pro tu as tu te programmes pas de trucs d'avance? Non, OK. je programme pas parce que j'ai envie en fait, j'ai essayé pendant un temps de programmer à l'avance. Le truc, c'est que vu que c'est un processus un petit peu douloureux, tu vois? Je me mettais une après-midi où en gros, je galérais pendant toute une après-midi. Au final, sortir 3 posts. Du coup, j'avais l'impression d'avoir perdu mon après-midi et en fait, je me disais: «Mais je pense que tu es en train de c'est douloureux et cetera aussi parce que tu le fais pas suffisamment de manière régulière». Dis: «Je vais faire une après-midi dans la semaine», mais tu enfin voilà. Et du coup, maintenant, je me dis: «Non, aujourd'hui, de quoi tu as envie de parler, de quoi tu es à l'aise de parler et cetera. Vas-y, ship un truc aujourd'hui» et tous les jours et en fait, ça m'a vraiment permis de progresser aussi dans ma routine d'écriture, de trouver plus ce qui me correspondait et cetera. Je t'avoue que là, maintenant, vu que je suis beaucoup plus à l'aise, je pense que je vais réessayer le fait de me dédier une après-midi pour programmer tous mes posts de la semaine. J'y réfléchis en ce moment. Puis là, vu que c'est l'été, tu vois, je me dis: «Je vais pouvoir peut-être me prendre une après-midi pour tester et cetera», on verra. En attendant, effectivement, aujourd'hui, je fais tous les jours et donc le post de la journée, j'ai prévu de tourner des vidéos YouTube, aujourd'hui. Donc j'ai une de mes vidéos que je vais tourner, c'est, mon format, board meeting, donc c'est, le bilan trimestriel, tu vois? C'est un bilan trimestriel un peu comme tu ferais avec un board meeting d'investisseurs et donc dans ce board meeting, j'aborde, les chiffres du trimestre et notamment pourquoi on a progressé ce trimestre. Et du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, fais un post, LinkedIn aujourd'hui, le trimestre vient de se terminer» et donc j'étais en train d'écrire un post de: «Voilà les chiffres du mois et voilà les apprentissages qu'on a eus» et donc en fait, je me base aussi sur les éléments de mon script pour faire ce post. Ouais, parfait, normal. Enfin normal, logique, mais c'est bon à savoir toujours. Et en termes de technique, là, tu dis tous les jours tu écris, c'est quoi? Maintenant, c'est une demi heure? Tu prends une demi heure pour écrire? Une heure? Entre une demi heure et 1 heure, ouais. OK. Et après YouTube, c'est toi-même qui filme, qui monte, qui donc script, on a compris. Comment tu peux décrire un peu tout le process pour faire ta vidéo? Parce Ouais, que donc j'ai un board, Notion, dans lequel je note, toutes les idées, les sources d'inspiration, et cetera. Ensuite, je vais me mettre sur le script, donc je vais prendre un peu toutes mes idées, puis enfin, vraiment, il y a un truc, c'est faut écrire des trucs qui nous font plaisir, en fait. Moi, j'ai plein de sujets que je pense intéressants à développer dans mon board. En fait, dès que je veux mettre dessus, je me dis: «Ça va être long, ça va être chiant, vas-y, plus tard». Je sais que c'est des idées intéressantes, hein, mais sur le moment, je suis pas à l'aise, en fait. ouais, ouais, bien sûr. Et donc je fais, un script. Ensuite, j'ai un petit mince, comment on appelle ça déjà? Un prompteur. Je mets le script sur le prompteur, j'allume la caméra, je tourne. J'envoie la vidéo, j'envoie tous les fichiers, au monteur, Ah OK, donc là, à partir de là, tu délègues. voilà. OK. Sachant que le board est partagé avec le monteur, donc en fait, sur le board, je mets les dates de publication que je souhaite sur les vidéos, comme ça, il sait dans quel ordre monter et cetera. Et après, je reçois, du coup, les rushs sur Frame. Je sais pas si tu connais comme Ah outil. ouais. OK. Et puis pour faire les commentaires et cetera. Je bosse avec quelqu'un qui s'appelle Alice qui est une VA en fait qui bosse avec moi et qui m'aide beaucoup sur les sujets de contenu parce qu'elle est vraiment balèze sur des sujets de contenu et donc généralement, c'est elle qui va faire le premier check, en disant: «Bah, là, il y a là, ça correspond pas, là, blablabla». Souvent, elle va me solliciter en disant, «Jordan, je crois qu'on est bon là sur une version finale, je te laisse aller, faire, le dernier check» et puis voilà.
et après, publication. Après, ouais, diffusion. Et YouTube, comme tu l'as dit, c'est un peu selon tes idées, mais est-ce que en termes de performance, tu dis: «Il faut quand même que je publie une fois par mois, une fois tous les 2 mois» ou tu y penses pas trop? Parce que YouTube, tu as moins ce truc un peu performance. LinkedIn, j'ai l'impression que oui, a priori, tu t'imposes quand même un rythme, alors que YouTube, tu es plus sur un truc, bon, ouais, si j'ai pas d'idée pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est pas si grave. Non, je fais une fois et je veux une vidéo publiée par semaine. Après, j'ai un podcast et donc ma technique, on va dire, pour pas que ce soit trop douloureux quand même, parce que produire des vidéos, YouTube, c'est du taf. C'est que j'alterne un épisode de podcast vidéo, un épisode, de vidéo face cam et vu qu'en fait les podcasts, c'est assez rapide à produire, c'est un peu le hack, hein. C'est assez rapide à produire. Tu vois, je me fais 2 jours de tournage complet où j'enregistre, 5-6 épisodes. Du coup, si j'enregistre 5 épisodes et que je publie une fois toutes les 2 semaines, ça me fait 10 semaines de podcast. En parallèle, je bosse mes scripts et cetera. Admettons, j'arrive à filmer 3 vidéos, YouTube. C'est ce qui va se passer cet après-midi. Bon, bah, je sais que j'ai 6 semaines devant moi pour produire des nouvelles vidéos YouTube. Pas mal. Plus la partie est-ce que tu considères après que la partie, repair pause et de prendre des extraits de ton podcast, ça permet d'occuper le terrain ou c'est vraiment tu le vois dans un autre truc, c'est un peu un bonus que tu peux faire, ouais, pour occuper le terrain ou j'en sais Quand rien, pour quand tu tester? dis repurpose, vidéo, tu parles de quoi? Quand tu fais des extraits, short, TikTok, Insta de ton J'ai podcast. arrêté. Ah voilà, c'est ça, ce que j'allais t'en parler, c'était une de mes questions finales. J'ai vu que tu as arrêté parce que quoi? C'était tu voyais pas trop l'intérêt final? Ça me prenait du temps, OK. honnêtement, hein. Ça prenait du temps à Alice, ça me prenait du temps à moi. Je suis pas bah, tu vois, je te disais un peu les sujets où tu es à l'aise. Ah ouais. Je suis pas Ah très à l'aise. OK. Et en fait, je suis pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que, déjà, j'ai pas Insta, enfin, je suis pas consommateur d'Insta, par exemple. Je suis pas consommateur de TikTok, à part quand, moi, je suis un passionné de cuisine et je vais sur TikTok pour regarder des recettes de cuisine, tu vois? Ou de trouver des restos, des machins comme ça. Et donc, à part pour ça, souvent, quand je regarde les contenus, TikTok business, je me dis: «Ah ouais, on est vraiment sur du contenu TikTok business, quoi». Enfin, c'est vraiment, du format, spécifique là-dessus. C'est des formats dans lesquels je me retrouve pas particulièrement. Ça me demandait beaucoup de temps quand même, hein. Et donc, en fait, tu vois, quand je faisais un peu la somme de tous ces sujets-là, je me disais: «Vas-y, fuck». Et tu sais, il y a toujours, je sais pas si tu vois un peu c'est une courbe un peu connue, du déploiement de nouvelles technologies et cetera dans le monde. Là, on a un peu entendu parler de ça avec le Apple Vision Pro, tu vois? Où, tu as les innovators, c'est, les tout premiers qui vont acheter le produit, les early adopters, ensuite tu as les late adopters, ensuite tu as, machin, tu vois? Et en fait, la réalité, c'est que typiquement sur TikTok business, c'est un sentiment que j'ai, c'est peut-être complètement en décalage avec, la réalité du marché, hein. Le persona que j'adresse, je pense pas que ce soit un persona qui va devenir un prospect via TikTok. Et donc en réalité, j'étais sur TikTok un peu parce que j'avais un FOMO et parce que je voulais être un innovator ou un early adopter. En fait, je suis complètement à l'aise avec, l'idée d'être, late. Et les gens, ils ont vraiment, vraiment peur d'être late. La réalité, c'est que si tu regardes la majorité des créateurs de contenu aujourd'hui, typiquement sur LinkedIn qui cartonnent, il y a 2 ans, ils avaient jamais fait un post. Donc ils étaient vraiment late, late, late à la fête et pourtant ils perfent. Et donc souvent on se dit: «Ah ouais, mais si je poste tard, en fait, je vais rater toute la perf». Absolument pas, tu vois? Non, c'est vrai. Bah, qui c'est qui nous disait ça? Bah, c'est Benoît Dubos qui nous disait l'autre jour: «Très dur d'anticiper les vagues. Une fois que la vague arrive, tu as le temps. Elle dure pas 2 semaines la vague, donc pour prendre la vague, c'est pas très grave si tu es même un peu derrière la vague». Enfin, pas exagérer non plus, faut pas être, trop en retard, mais comme tu dis, d'être late, c'est pas si grave, du moment que tu es pas trop loin de la vague, quoi. L'exemple typique, c'est Clubhouse. Ouais, grave. Les gens, ils ont FOMO, ils se sont rués, ils passaient leur journée à parler de Clubhouse. Aujourd'hui, qui utilise Clubhouse? Je connais personne. Et donc la réalité, c'est que c'est du temps que les gens n'ont pas passé à faire des choses qui avaient du sens pour leur business. Je suis même pas sûr que ça ait eu un impact business. Et donc, bah, dans ces moments-là, il vaut mieux être, late parce que les gens qui ont été late sur Clubhouse, ils ont passé du temps à développer des trucs qui ont toujours fonctionné Bah, et donc, voilà.
Ouais, c'est un bon conseil. C'est laisser le marché, en gros, valider qu'il faut y aller et Ouais. après, vous aurez le temps d'y aller, quoi. Exactement. Laisser le PMF se faire tout seul, presque. Le PMF de marché, quoi. Je sais pas Ouais, si c'est ça. ouais, si on peut dire ça. Les podcasts, tu en as parlé, tu en avais un, là, maintenant enfin, tu en as eu un, tu en as un nouveau, c'est ça? Tu as arrêté Conquête. Non, non. Celui-ci? En fait, j'avais arrêté Conquête et j'ai repris Conquête. En fait, Voilà, OK, tu as j'aimais switché le trop le nom, du coup, j'ai repris le même nom. ça marche et donc vas-y, tu peux nous en parler? Bon, tu l'as fait pareil, ça c'est un peu concomitant avec Bulldozer. Tu aimes bon, a priori, dans ce que tu les as dit, tu es à l'aise avec le podcast, tu aimes bien faire ça. Comment tu t'organises aussi avec ça? Tu l'as un peu dit, tu fais une sorte de batch de tournage, Ouais. mais En mais fait, est-ce que il y a 2 choses. ouais, En fait, aujourd'hui, j'ai 2 formats de podcast, j'ai Conquête et Grosse Stories et en fait, je suis pas convaincu que les 2 formats soient vraiment dans la tête des gens. Je suis pas convaincu que les gens identifient vraiment les 2 podcasts de manière complètement différente, tu vois? Par exemple, Mathieu Stéphanie qui fait, Génération Do It Yourself et la martingale. Tu sais que la martingale, ça va parler de finance. Tu sais que Génération Do It Yourself, ça va parler entrepreneuriat inspirationnel et cetera et cetera. Les 2 formats sont bien identifiés, tu vois? Moi, Grosse Stories et Conquête, il y en a un qui parle un peu de business de manière générale, où je documente aussi moi mes apprentissages entrepreneuriaux et l'autre où je vais discuter avec, je vais essayer de comprendre les coulisses de l'hypercroissance de certaines boîtes. Mais tout peut être mis dans un seul et même chapeau et du coup aujourd'hui je t'avoue que je réfléchis à faire un seul format, en fait à tout regrouper sous le format Conquête et je pense que je vais le faire à la rentrée et mais en gros aujourd'hui, du coup ce que je fais c'est 2 choses. La première c'est bah, je regarde un peu les sujets que moi j'ai, côté bulldozer, les problématiques. Je te donne un exemple. Hem, les sujets financiers. On a eu des problématiques de délai de paiement, de gestion de trésorerie, tu vois, toutes ces choses-là sur lesquelles, bon, moi, j'avais jamais été vraiment familiarisé avec le sujet, donc il a fallu que j'apprenne dans le dur, quoi. Et donc, il y a eu un moment donné où je me suis dit: «Ah tiens, ça pourrait valoir le coup qu'on ait, une directrice financière, externalisée et pour nous aider sur ces sujets». Et je me suis dit: «Ah mais attends, c'est un super sujet de podcast ça, en gros, c'est quoi les trucs, sur lesquels il faut faire hyper attention quand tu lances ta boîte d'un point de vue financier? C'est quoi les éléments clés?» et cetera et cetera. Et du coup, j'ai contacté Camille qui est, l'ancienne directrice financière de Germinal et qui est, la nouvelle directrice financière de Only Dust, la nouvelle boîte de Grégoire. Et elle fait ça en externalisé, tu vois? Je lui ai dit: «Ah ouais, tu de la dispo, on peut bosser ensemble et tout machin». Elle m'a dit: «Ah ouais, pourquoi pas». Bon, au final, ça s'est pas fait parce que son planning était plein. Mais bref, je lui ai dit: «Ah bah tiens, ça peut être l'occasion de faire un épisode de podcast ensemble». Et donc on a fait un épisode de podcast où moi, en gros, je lui pose toutes les questions que moi je me pose. Et donc, tu vois, je fais un peu d'une pierre deux coups. En ce moment, je me pose un peu des questions sur, comment structurer une équipe commerciale. On est en train de se poser ces questions-là et je me dis: «Ah tiens, je vais prendre quelqu'un qui a déjà structuré plusieurs fois des équipes commerciales et je vais en faire un épisode avec lui», par exemple. J'ai fait un épisode avec Ludovic Giraudon parce qu'on a eu des problématiques de management de freelance. Et donc, bah, quand on parle de management, on parle toujours de management de salariés, jamais de management de freelance. Je me suis dit: «Ah bah tiens, ça pourrait valoir le coup de faire un épisode avec lui». Donc en fait, tu vois, c'est vraiment des problématiques que j'ai et ensuite je fais des épisodes. Et après, donc ça, c'est le premier pendant et le deuxième pendant, c'est de me dire, il y a des boîtes qui ont des super croissances, qui ont des super problématiques et cetera et cetera et j'ai envie qu'elles puissent partager comment elles s'y sont pris s'y sont prises pour, avoir autant de performance. Et donc là, en fait, je me base sur 2 choses. Déjà mon premier réseau et puis, nos clients. et oui, bon, ça fait quand même déjà 2-3 personnes. Voilà. Et donc, en fait, les clients, il y a des clients qu'on accompagne, ils ont des super boîtes, tu vois? Ça a été le cas avec Arthur Kérou, de Vibe. Vibe, c'est une super boîte, on a eu des bonnes perfs et tout. Et du coup, je me suis dit: «Mais attends, ça, c'est des boîtes, on les voit pas. Nous, on a accès aux coulisses, on voit que ça marche. Il faut les mettre en avant». Ouais, trop cool. OK, ben ça rejoint encore une fois, ce que tu dis. De toute façon, c'est un peu je pense le résumé de ces dernières 25 minutes. C'est en gros, tu as une idée, quel est le canal, où tu es le plus à l'aise pour en parler et est-ce que ça nécessite, un post, une vidéo ou un live, enfin un podcast de 30, 1 heure et tu fais le contenu à l'endroit où tu es le plus à l'aise quoi, où tu sens que ça va être le plus facile à en parler et que ça va résoudre une sorte de problématique. Tu as parlé de performance pas mal au début et un peu tout le long. Comment toi, comment tu traques un peu ta performance? Est-ce qu'il y a des posts? Alors double question. Est-ce que le fait d'avoir,
rajouter de la quantité dans ta production de contenu et d'en faire tous les jours, forcément, ça te fait relativiser ta performance et dire, bon, pas très grave si dans le lot, il y en a qui marchent moins. Et c'est quoi ta métrique un peu globale de dire, bon, voilà, je sens que le contenu a bien marché cette semaine, je suis assez content de ma production de cette semaine? Alors déjà, quand tu dis, «Ah oui, quand il y a un truc qui marche pas et tout machin», non, moi je veux de la performance. En fait, non mais en fait, tu vois, le truc c'est, quand je tente des formats où en fait, il y a des formats, je sais que ça fonctionne pas toujours très bien. Par exemple, je vais donner un exemple concret, ça me fait plaisir de pouvoir parfois partager le fait que j'ai été invité dans un podcast, j'ai été invité, je vais donner une conf, tu vois? Ce genre de choses. Ça, c'est des formats qui marchent pas chez moi. Je vais faire une conf, tu vois? Je vais participer au Break Indé, qui est un super event, je vais donner ma première conf sur scène, grâce à Flomodia, trop content, et cetera. Ça, pour moi, c'est des sujets qui fonctionnent pas, et dernièrement, tu vois, sur les 3 derniers mois, c'est mes plus mauvais posts. Mais ça donne de la crédibilité, et donc même si ça crée pas d'engagement, bah, les gens qui me suivent, ils se disent: «OK, c'est du sérieux», tu vois? Donc j'accepte. Ça me fait mal, mais j'accepte. En revanche, aujourd'hui, j'essaye vraiment de pouvoir trouver, le bon compromis entre effectivement, du contenu, très qualitatif et cetera, et de l'engagement, et je vais vraiment regarder mon niveau d'engagement. Tu parlais des métriques. 2 choses, c'est le niveau d'engagement, donc like, commentaires, partage et cetera, et mon nombre d'abonnés. En fait, les gens, ils disent toujours: «Oui, les likes, les abonnés, c'est vanity métrique et tout machin». Bullshit. Enfin, je veux dire, moi, je suis désolé, mais j'entends parler de quelqu'un: «Ah ouais, cette personne, elle est super dans son taf et tout machin», OK, OK, je connais pas. Je vais sur le profil LinkedIn de la personne, je vois que c'est quelqu'un qui a 50 000 abonnés et qui publie tous les jours. Je vais me dire: «OK, ah oui, effectivement, ça a l'air d'être quelqu'un, de bon dans son boulot». Ouais. La réalité, c'est que j'en sais rien, tu vois? J'en sais rien. C'est toujours un exemple que je donne, c'est, hem, moi, ça m'arrive de croiser des gens, et c'est, «Ah oui, mais ou tu sais, ils vont parler de quelqu'un en disant: «Mais il a écrit un bouquin, c'est vraiment l'expert de ce sujet». Oui, enfin, tu l'as lu le bouquin? «Non, non, j'ai pas lu le bouquin». Bah, peut-être que le bouquin, c'est de la merde, tu sais? Mais tu as des espèces d'éléments symboliques comme ça. Par exemple, le nombre de followers, c'est un élément hyper symbolique, mais qui, dans la tête des gens, signifie quelque chose. Et donc, si en fait, la personne, elle va regarder tes contenus, elle voit que, 10 contenus d'affilée, tu t'es tapé 500 commentaires, ou 500 likes et cetera, bah, pour les gens, ça veut dire quelque chose, en fait. Et étant donné que ça veut dire quelque chose pour les gens, ça veut dire quelque chose pour moi. OK. Et donc, je vais toujours essayer de voilà. Je vais te donner un petit élément, sur comment j'évalue ma performance. En fait, j'évalue ma performance de manière très simple. J'ai un backlog Notion dans lequel je mets toutes mes performances, et du coup, ça me permet de faire des filtres, en fonction de tags, en fonction de Mmh. dates, en fonction de Tout machin. contenu tout contenu confondu, podcast, LinkedIn, YouTube, tout? OK. Ouais, et donc sur LinkedIn, quand je fais moins de 100 likes, c'est feu rouge. Quand je fais entre 100 et 200 likes, c'est feu orange. Quand je fais entre 200 et 300, c'est feu vert, et quand je fais plus de 300, c'est le petit tic vert comme ça, en mode: «Yes mon gars, là, tu cartonné», tu vois? Et donc, bah, tu vois, pour moi, faire moins de 100 likes, c'est douloureux. OK. Donc je vais toujours me fixer cet objectif-là, et après, bah, bien évidemment, je vais essayer d'aller chercher les feux verts, quoi. OK. Bon, ben, c'est peut-être une bonne conclusion. C'est ça, qu'est-ce qu'on te souhaite pour, demain pour toi, Bulldozer? C'est en full feu vert, quoi, autoroute du feu vert? Bah, d'un point de vue contenu, oui, autoroute du feu vert. Après, ce qu'il faut là, en ce moment, pour moi, l'enjeu numéro un, c'est effectivement de je vais avoir, 45 000 abonnés là dans les semaines qui arrivent sur LinkedIn. Mon objectif, c'est de passer le cap des 50 000. C'est symbolique. Enguerrand, mon associé, il me dit tout le temps: «Mais tu pas besoin des 50 000». Parce que en gros, j'ai prévu de changer un peu ma stratégie à partir des 50 000. Il me dit: «Mais pourquoi tu le fais pas tout de suite?» Je dis: «Mais j'ai envie de 50 000 en fait là». Mais, je vais passer sur du contenu un petit peu plus bottom funnel, tu vois? Sachant que, dernièrement, j'ai fait des contenus un peu bottom funnel, type des infographies, et ça a cartonné. Et OK. du coup, je me dis: «Ah, c'est peut-être ça le bon compromis», tu vois? Un peu des espèces de visuels, infographies, bla 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 bla, bottom funnel,
mais qui génère de l'engagement. En ce moment, je suis un peu en train d'itérer là-dessus. Voilà, donc de toute façon, ce qu'il faut me souhaiter, c'est d'un point de vue contenu du feu vert, mais en fait, le contenu, je le fais surtout pour servir un enjeu business. Donc, ce qu'il faut me souhaiter, c'est de la croissance, hein. Comme toujours, finissons avec les 3 points importants de cet échange. Le premier point à retenir, c'est d'être très à l'aise dans sa production de contenu. C'est-à-dire, il vaut mieux produire moins, mais bien choisir le canal ou les canaux dans lesquels on va s'exprimer. Le deuxième point, c'est de d'abord trouver une idée qui va automatiquement définir le canal dans lequel nous aurons besoin de faire la production de contenu. L'idée détermine le canal et le format. Et le troisième point, enfin, très cher à Jordan, la performance. Il faut tout regarder, les métriques, les datas, ne laisser aucun contenu dans la nature, toujours comprendre pourquoi il a marché, pourquoi il n'a pas marché, et le cas échéant, faire les changements nécessaires pour que le prochain fonctionne mieux.